Mag commence avec Philippe Spanghero, Johan Huget et toute l'équipe Sud Radio Rugby présente avec Quentin Cavanis, Lucien Gasparek, Adrien Badi et vous au 0826 300 300. On vient de vivre le multiplex Top 14. On va en parler, on va rappeler les résultats dans un instant. Mais d'abord, bonjour Philippe Spanghero, comment vas-tu ? Salut Alex, bonsoir à tous. Ça va ? Très bien et vous ? Bah ouais, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Bonjour Johan Huget. Bonjour à vous deux. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Bah oui, très écoute. bien, un peu plus vieux mais ça va. Ah, un peu plus vieux, c'est ça que tu dis ? Ah, il y a des endroits où il pleut un peu. Ouais. Exactement. Ah oui, est-ce qu'il y a un flux d'ailleurs sur parfois la connexion, mais là ça a l'air d'aller, ça va mieux. Quentin Cavanis, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. On va parler du multiplex évidemment Top 14, on va parler du tour de table de l'actualité d'athlétisme, de foot espagnol avec le scandale qui est actuellement autour de la fédération française fédération espagnole de football. On parlera de la liste du 15 de France avec Eric Bonneval tout à l'heure à partir de 20h. On parlera aussi de ce que ça peut apporter à la fédération française de rugby, la Coupe du Monde en termes d'économie, et avant d'aller ce soir vers le match Toulon-Bayonne. Mais avant ça, rappelons les résultats du multiplex Top 14, la victoire d'abord de La Rochelle aujourd'hui, puis les résultats internationaux aussi. En top 14, il y avait un match aussi hier soir, Alexandre, avec le succès du Stade Français face à Oyonnax, 28-18. Aujourd'hui, La Rochelle a battu le Loup 35-14 dans le match de 15h. Ensuite, dans le multiplex, Clermont a battu Perpignan 38-14 avec le point de bonus offensif. Succès de l'UBB face au Castres Olympique 25-23 et victoire de la section paloise face au Racing 92 19-17. Dans les matchs internationaux, il y avait un match historique hier entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud du côté de Twickenham, et ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés 35-7, plus large victoire de l'histoire des All Blacks dans cette partie. Et puis aujourd'hui, autre moment d'histoire avec ce succès des Fidji en Angleterre sur le score de 30-22. Merci beaucoup Quentin Cavanis. Là, il y a deux matchs en cours. Il y a Écosse-Géorgie 0-6 pour l'instant, 30e minute de jeu. La Géorgie qui mène face à l'Écosse, et puis l'Italie qui domine le Japon 14-5. On va revenir forcément sur Twickenham. Twickenham qui était le lieu de toutes les surprises, de tous les excès en termes de rugby historique hier et aujourd'hui. Hier, on en a longuement parlé de la victoire historique de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande, la déroute néo-zélandaise. On se posera la question d'ailleurs dans un instant, est-ce que c'est un prémisse de la Coupe du Monde avec Johan Huget et Philippe Spanghero? Mais d'abord, comment ne pas évoquer là aussi la victoire historique des Fidji, la première dans leur histoire, donc face à l'Angleterre, 30-22. On est quand même un peu bouche bée de ce qui vient de se passer, Johan Huget. Bouche bée, oui. T'es pas surpris? C'est incroyable. Si. Surpris non, parce que cette équipe anglaise, malheureusement, j'ai l'impression de nous voir il y a quelques années où ils se cherchent, ça arrive, ça marche un peu, ça marche moins bien. On t'entend pas bien, Johan. On va rétablir la connexion avec Quentin Cavanis. On accueille d'ailleurs sur le plateau Sud Radio Zach Pilon, notre ancien stagiaire chez Sud Radio Rugby, qu'on appellera ce soir Zach Johnson. Bonsoir Zach. Bonsoir Alex, comment ça va ? Ça va très bien. Heureux de t'avoir sur Sud Radio, puisque tu es anglais, on le rappelle, alors apatride, puisque anglo-gallo français, un peu tout. Philippe Spanghero d'ailleurs, t'as souvent charrié là-dessus. Mais en termes de rugby, oui. T'es anglais. Il y a aucun doute là-dessus, Zachary. Et tu es anglais même dans la défaite aujourd'hui ? Oui, toujours. Il y a pas de raison de renier ses couleurs, même dans une défaite. Même si c'est la première défaite de l'Angleterre face à une nation du tiers 2, on se relèvera bien un jour. Un jour, parce que Philippe Spanghero, là, on a vu une équipe d'Angleterre. Est-ce qu'elle a touché le fond, selon toi, Philippe ? Alors, il y avait des signaux quand même montrant que cette équipe anglaise était en difficulté. On a tenté un électrochoc il y a quelques mois seulement avec l'éviction du manager, Eddie Jones, qui a été remplacé par Steve Borswick. L'électrochoc n'a pas eu lieu. Je crois que c'était mal beaucoup plus profond qu'un problème de management. Il y a un vrai sujet de reconstruction de ce rugby anglais. On voit dans quel état est son championnat professionnel ces dernières années, avec des clubs phares qui ont déposé le bilan.
un réservoir de joueurs qui pose question. Donc cette équipe anglaise, c'est pas une surprise. Elle est en difficulté depuis des mois. La vraie question, c'est aussi pour moi quel est le vrai niveau de cette équipe fidjienne. On s'est posé la question du niveau de l'équipe de France la semaine dernière après ce match contre les Fidji. Moi, j'ai été personnellement assez agréablement surpris par cette équipe fidjienne. On les voit peu jouer, donc c'est dur de les jauger. Là, ils avaient fait un peu tourner aujourd'hui. Ils avaient fait en plus un peu tourner aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un bout de chemin à faire de chaque côté. Cette équipe anglaise est clairement malade. Et elle va arriver pour jouer cette Coupe du Monde avec un gros mal de tête et très peu de certitude par rapport à ce qu'elle est capable de produire. Mais face à ça, les Fidji envoient un signal assez fort. Ils ont quand même fait un match sérieux contre l'équipe française qui, on le rappelle quand même, est deuxième nation mondiale, qui a survolé le rugby mondial depuis 2 saisons. Donc les Fidjiens ont joué un gros morceau la semaine dernière. C'était pas du tout le même calibre aujourd'hui à Twickenham. Et donc le signal pour moi à retenir de ce match, c'est une équipe fidjienne surprenante et qui peut clairement créer la surprise dans sa poule. Et puis des Anglais qui continuent à s'enfoncer et pour lesquels l'électrochoc du changement de management n'a pas eu lieu. Pas d'électrochoc, mais est-ce que l'Angleterre a touché le fond aujourd'hui? Après, Philippe, je sais pas, pour revenir sur Philippe, l'équipe de France avait fait tourner la semaine dernière aussi, donc c'était même pas l'équipe normalement premium, comme on peut dire, avec beaucoup d'anciens joueurs qui avaient des choses à prouver. Donc on ne sait pas le niveau de ces Fidjiens parce qu'on a une équipe anglaise qui est malade. Mais le mal des Anglais, c'est depuis que les Saracens sont partis en Pro D2, ils ont voulu garder ce noyau et on sent que physiquement, ils sont en souffrance, ces Anglais. Ils sont en souffrance physiquement parce qu'ils ont voulu garder ce noyau avec un niveau de Pro D2 anglaise qui n'est pas international. Mais donc, du coup, ces joueurs-là ont pris qui est même pas professionnel. Non, c'est pour ça. Donc, ils ont pris beaucoup de retard physiquement sur leur jeu pendant que les autres continuent de progresser. Et je pense que le trou s'est fait à ce moment-là où Eddie Jones a gardé ce noyau des Saracens, même en Pro D2. La faute Eddie Jones, Zachary Pilon-Johnson. D'abord la réponse de Philippe. Non, très rapidement, pardon Zach, mais pour rebondir sur ce que disait Johan, on en a parlé plusieurs fois dans les rubriques économiques, mais pour expliquer aussi cette défaillance anglaise, ce manque de rythme et ce problème de réservoir, on a vu que le rugby français avait su structurer sa Pro D2 et que la Pro D2 était un vrai laboratoire et un vrai tremplin pour tout un tas de joueurs. Et les Anglais ont voulu jouer sur une dimension financière, un peu comme le sport US a spéculé sur une première division fermée, en stoppant les descentes et les montées. Et donc, ils ont tué leur deuxième division professionnelle et leur réservoir de joueurs. Et donc, rajouter à l'explication de Johan, qui est la bonne, qui est de dire que malgré la descente, la sanction contre les Saracens pour problèmes financiers il y a 2 ans, avec tout un tas de joueurs cadres de cette équipe du 15 de la Rose, ils ont voulu quand même garder cette ossature avec ces joueurs qui jouaient dans cette deuxième division qui est assez faible, et ils ont décroché. Ouais, complètement décroché. Zachary Pilon, la faute à qui? La faute à quoi? La faute, à mon humble avis d'observateur du rugby anglais, à la fédération, puisque après la Coupe du Monde, on sait que Eddie Jones a souvent tendance à essorer ses équipes jusqu'à la moelle, et après la Coupe du Monde, il aurait peut-être fallu prendre déjà ce nouveau tournant en 2019 après une finale perdue. Bon, ils ont décidé de le garder. S'en est suivi une victoire dans le tournoi en 2020, mais pas un grand chelem, juste une victoire simple. Et ensuite une 3e place, une 5e place, une 4e place cette année. Et Eddie Jones aussi, il a souvent tendance à amener ses équipes sur un cycle de Coupe du Monde jusqu'à arriver au top à la Coupe du Monde. On a vu quelques petites choses à l'automne, notamment sur la deuxième période face aux Néo-Zélandais, où il a donné les clés du camion à Marcus Smith, mais la fédération a ensuite, à ce moment-là, 3 ans dans le cycle de Coupe du Monde, décidé tout simplement d'évincer Eddie Jones et de repartir de zéro avec Steve Borthwick. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'équipe d'Angleterre est repartie de zéro, mais n'a toujours pas décollé. Et comment expliquer que de la sélection des joueurs à la prestation sur le terrain, le plan de jeu et ainsi de suite, comment expliquer ce manque de cohérence globale, parce que on voit certains jeunes joueurs qui sont finalement évincés. On a 2 demi de mêlée aujourd'hui, c'est Ben Yang, c'est Danny Kerr. Je veux pas insulter alors aujourd'hui. Voilà, ouais. Enfin, je veux dire, il y a globalement c'est pas cohérent tout ça. J'ai pas l'impression que c'est une équipe sur laquelle il y a de la construction, Zachary.
Non, pas tant. Et puis, il faut aussi rappeler que Steve Borthwick, c'est un peu un sbire de Eddie Jones. Il était dans son staff avec l'équipe du Japon, il me semble, en 2015. Donc, il a un peu été éduqué. Sa seule expérience du rugby international a été sous la houlette de Eddie Jones en tant qu'entraîneur. Et donc, il arrive et il révolutionne pas tellement grand-chose, mais c'est un changement quand même léger de philosophie. Et puis ensuite, on s'appuie encore, on le voit aujourd'hui, sur des joueurs comme Dan Cole qui n'a plus rien d'un pilier international aujourd'hui, sur Joe Marler qui rentre en jeu, qui fait un plaquage désastreux, qui aurait pu être sanctionné des cartons rouges. Et donc, on peine à renouveler l'équipe, on peine à instiller une nouvelle identité. On a vu Marcus Smith, quand il est rentré, marquer un essai plein de détermination, mais il y a trop peu de liens dans cette équipe, trop peu de, comme Johan en parlait tout à l'heure, trop peu de dimension physique. On voit les avants qui peinent à se replacer ou qui choisissent de ne pas se replacer. Enfin, il y a aucun lien aujourd'hui dans cette équipe d'Angleterre et elle n'arrive pas à faire 2 passes de suite. En défense, elle n'arrive pas à se redistribuer. Et c'est très compliqué de voir cette équipe d'Angleterre faire quelque chose à la Coupe du Monde, tant il y a rien à en tirer pour l'instant. Oui, avant de parler ensuite sur l'aspect un peu humiliation quand même, parce que c'est Twickenham qui a eu cette défaite aujourd'hui. Johan, tourne le couteau dans la plaie. Oui, bien sûr. Johan, quand on regarde un petit peu l'effectif, là, Dave Ribans, il va quitter le championnat anglais. Joe Marchant, il va quitter le championnat anglais aussi. J'en oublie sûrement, mais le meilleur joueur aujourd'hui quand il rentre en jeu d'ailleurs. Voilà, ça fait quand même, enfin, c'est un peu sauf qui peut, comme tu le disais, Johan, de ce championnat anglais, mais sur le manque de cohérence, c'est quand même à tous les étages. Demain, là, si je dois donner des axes on va dire de confiance pour le rugby anglais, il y en a quand même pas beaucoup. Hein. La Coupe du Monde, c'est dans 10 jours. Hein. Ouais. La Coupe du Monde est dans 10 jours. Alors, est-ce qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont fait une grosse prépa? On ne sait pas, mais en tout cas, leur plan de jeu aujourd'hui. Comment tu le définis? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est compliqué de le définir parce qu'ils ont une stratégie différente chaque week-end. Pour nous, avec Owen Farrell, peut-être qui est le patron et qui peut être la pièce manquante et la pièce maîtresse de tout ça. Mais aujourd'hui, on a du mal à situer cette équipe d'Angleterre et elle nous fait penser, on a envie d'y croire parce que même si on n'aime pas les Anglais et tout, mais on se dit qu'ils peuvent pas être à ce niveau-là et c'est pas possible que dans 10 jours, ils aient pas repris un peu de poil de la bête pour démarrer cette Coupe du Monde parce que encore une fois, quand on est devant la télé à regarder ce match-là, ils ont plein de ballons de turnover à exploiter et c'est une équipe qui a un manque de confiance. Alors j'ose espérer qu'ils sont dans le creux de la vague sur la prépa physique et qu'ils vont avoir ce fameux rebond dans 10 jours. Ouais, ce rebond dans 10 jours, on rappelle quand même la poule de l'Angleterre. Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. C'est quand même pas la poule la plus dure de la Coupe du Monde. On peut imaginer attention Samoa quand même. Attention Samoa, exactement. J'allais y venir. L'Argentine, le premier match. Ah non, mais je pense que l'Argentine, je pense que c'est hors d'atteinte. Enfin, je suis désolé, mais le Chili a perdu que d'un point contre l'Uruguay en préparation. Oui, d'accord. Le calendrier est pas favorable non plus, puisque l'Angleterre va jouer d'abord l'Argentine, puis ensuite le Japon. Alors on sait pas trop où en sont le Japon, qui a perdu contre les Fidji pendant cette préparation. Et le Japon qui est en train de se faire pour l'instant battre par l'Italie 17-8 à la mi-temps. Exactement, mais ils finissent ensuite par les Samoa. Donc l'Angleterre, s'ils perdent contre l'Argentine, ils vont être sur le qui-vive pendant toute la phase de poule et va devoir forcément utiliser des forces. Donc ça va être très compliqué de. Non mais Zach, enfin si l'Angleterre doit être inquiétée par cette poule, c'est dramatique. Voilà, exactement. On parle de Merci l'Angleterre Quentin. quand même. Je veux dire, Philippe Banguero, est-ce que là on a un moment où on se dit les Anglais, si on commence à se dire les Anglais ont peur des Samoa, est-ce que vraiment l'Angleterre joue une deuxième place dans cette poule? Dans le meilleur des cas? Non, mais clairement, pour moi, dans le meilleur des cas, ils jouent une deuxième place, puisqu'ils sont bien en dessous du niveau de l'Argentine, même si, honnêtement, cette Coupe du Monde, je ne sais pas si on a déjà eu une édition avec autant d'incertitudes. On a un rugby gallois qui est malade également. On ne sait pas bien comment juger cette équipe d'Argentine, qui alterne quand même le bon et le moins bon. Qui a été capable de très belles prestations, mais à côté qui a eu quand même des trous d'air. Donc on ne sait pas réellement non plus quel est le niveau de cette équipe d'Argentine. Honnêtement, on se posera tout à l'heure la question du niveau des Blacks. Il y a beaucoup d'équipes qui constituent ce tier 1 et qui sont dans le top 10 mondial, sur lesquels on a des vrais points d'interrogation pour te donner un exemple de la Coupe du Monde. Écosse-Géorgie actuellement, c'est la mi-temps, il y a 0-6. Je veux dire, la Géorgie. Oui, mais alors quelque part, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que des grosses nations soient un peu malades, certes, mais il y a aussi des nations qui progressent clairement. L'Italie, on pourra en reparler,
sur notamment ce qui attend l'équipe de France en poule, mais c'est quand même une équipe qui monte en puissance et qu'il faut quand même prendre au sérieux davantage que ces dernières saisons. La Géorgie à un autre niveau, mais a beaucoup progressé aussi. On a vu la prestation des Fidji aujourd'hui, donc voilà, tout ça, ça contribue aussi à renforcer quelque part l'émulation dans le rugby mondial, à amener une compétition qui va être extrêmement ouverte et intéressante. Mais en tous les cas, pour revenir à l'Angleterre, c'est clair qu'aujourd'hui, l'Angleterre doit viser de sortir de poule, et ce sera déjà bien, parce qu'on est toujours dans... Il faut toutes les saisons, toutes les nationalités, toutes les nations ont des cycles plus ou moins longs, plus ou moins durs, mais clairement, l'Angleterre est en renouvellement d'un cycle, et il faut se dire, il faut sortir de la tête l'image de cette équipe anglaise qui marche sur le rugby mondial, parce qu'aujourd'hui, c'est plus celle-là qui va démarrer cette Coupe du Monde dans 10 jours. Il y a un aspect quand même humiliant aujourd'hui de perdre à Twickenham, très rapidement, Zach. La vraie humiliation, c'était la déculottée contre la France dans le dernier tournoi. Celle-là, c'était la pire, et ça aurait dû être beaucoup plus violent que ça l'a été. C'est la troisième de l'année, parce qu'on a enchaîné une deuxième défaite de suite contre l'Écosse à Twickenham, une troisième défaite confondue entre Murrayfield et Twickenham contre l'Écosse, celle contre la France, et là on perd pour la première fois de notre histoire contre les Fidji, pour la première fois de notre histoire contre une équipe du tiers 2, ça tire quand même un gros signal d'alarme, et ça entérine le fait qu'aujourd'hui, même si la plus grosse défaite c'est contre la France, ça entérine le fait qu'aujourd'hui l'Angleterre a touché le fond, elle ne peut plus que remonter, mais il va falloir sérieusement pousser pour remonter, quoi. Et hier, Twickenham était ultra plein pour Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'était pas plein. Les 2 tiers, même pas. Il y avait même pas les 2 tiers du stade face aux Fidji. Ouais, ce qui est quand même révélateur. On va se mouiller un petit peu pour clôturer sur le dossier anglais. Yoann Huget, quand je rappelle la composition de ce groupe D, Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. L'Angleterre, elle finit combien de son groupe? Deuxième pour toi, Yoann. Philippe Sanguero. Ouais, ils ont quand même un dégoût, quand même, ces Anglais. Deuxième. Zachary Pilon. Deuxième, mais je serais pas étonné que ce soit un peu la manière de l'équipe de France en 2011, avec une défaite contre les Samoa comme celle contre les Tonga que la France a connue, et qui s'en sortent un peu par le fil du rasoir. Par contre, j'ai du mal à... Donc tu les vois vice-champion du monde, alors. Voilà, oui, exactement. Une victoire contre la France sous la pluie au Stade de France en demi-finale, ça vous rappellera peut-être des bons souvenirs. Ah, voilà. Tiens, je t'ai dit, ils ont toujours de l'orgueil. Même ils ont de l'orgueil, ces Anglais, c'est incroyable. Ils vont faire profil bas aujourd'hui. Alors que normalement, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on fait profil bas et non, Jamais. Après, on s'étonne pourquoi on est content quand ils perdent contre les Fidji. Pourquoi tu estimes que l'Angleterre va finir 3e? Moi, je les vois finir premier de poule. Ouais, voilà. Tu nous vois battre l'Argentine dès le premier match. Ouais. Ok. Tu nous vois. C'est incroyable, tu nous vois. Non, mais il est anglais, Zachary. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, mais bon, après, avec nous aussi, français, il a plusieurs nous. Ouais, Philippe Sanguero, il l'a toujours dit. Zachary Pilon. Nous, français. C'est une girouette. Ça marche pas. Moi, je vais où le vent me mène, mais j'ai quand même mon passeport britannique juste ici. Donc il l'a montré. Merci, Zachary, d'avoir été avec nous. Bonne Coupe du Monde. Avec plaisir. Et puis, l'Angleterre, quand même, qui est en souffrance. Il y en a certains sorry, good game. Moi, pas good game. Moi, je suis désolé. C'est avec le sourire que je vous dis qu'on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. C'est le mag du rugby, évidemment, du service des sports, du service rugby de Sud Radio jusqu'à 21h. Avant ce match ce soir entre Toulon et Bayonne. On est en train de se friser les moustaches sur la décadence de l'Angleterre avec Philippe Sanguero et Yoann Huget, avec beaucoup on se délecte de ce qui se passe côté anglais. On ne s'en cache pas, même si Philippe Sanguero a quand même, j'imagine, des business à gérer côté outre-Manche, donc forcément ils ont plus beaucoup d'argent. Il est un peu plus soft, peut-être, Philippe, sur ce point-là. Détrompez-vous, et je pense qu'ils rebondiront assez vite pour clôturer, parce que leur trésor de guerre, c'est Twickenham, et ça amène quand même une économie récurrente. Je crois qu'ils ont tiré les bons enseignements de leurs erreurs. Ils regardent beaucoup ce qui se passe chez nous. Ils ont demandé conseil à notre DNACG, et ils vont appliquer le modèle de rigueur de notre DNACG en Angleterre pour éviter ce qui s'est passé les saisons précédentes. Et je pense que les Anglais ont une capacité de rebond importante, et qu'on les reverra très vite au haut niveau, parce qu'ils en ont les moyens. Twickenham qui se remplit quand c'est l'Afrique du Sud et les Blacks, mais pas quand c'est eux. Ouais, effectivement, c'était ultra plein pour cette Qatar Airways Cup. Tiens, un petit mot, Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande.
est-ce que ce qu'on a vu hier, la défaite la plus large de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, 35-7, est-ce que ce qu'on a vu hier, Yoann Huget, c'est un prémisse de ce qu'on pourrait voir à la Coupe du Monde où vraiment la Nouvelle-Zélande, ce match-là était un peu hors du temps hier, pour toi? Un peu des deux, hein. Hors du temps quand on voit ces Sudaf jouer comme ça, on prie pour pas que les Français tombent face à eux en quart de finale. Et des All Blacks méconnaissables. Ils reculaient sur chaque impact, pas de vitesse. On se posait beaucoup de questions sur leur fait de réaction, leur fait de contrer cette équipe sud-africaine, mais ils sont jamais arrivés. Et on les sentait un peu comme cette équipe anglaise, à bout de souffle physiquement. Tu mets physiquement un bout de souffle, c'est vrai, c'est aux Néo-Zélandais. Est-ce qu'on peut mettre ça par exemple sur le voyage à Philippe Spanghero, les Néo-Zélandais qui sont arrivés il y a pas longtemps en Europe, est-ce que ça peut compter par exemple? Et on sait d'ailleurs que les deux fédérations avaient besoin d'argent, hein, ces deux fédérations qui en ont besoin de l'argent. Ils ont organisé cette Qatar Airways Cup là du côté de Twickenham, j'imagine pour plusieurs millions d'euros. C'est à la fois un peu, économiquement, je pense que c'est une immense réussite. Par contre, sportivement, peut-être que la Nouvelle-Zélande se gratte la tête là aujourd'hui, Philippe. C'est toujours une équation compliquée de faire cohabiter les données économiques aux données sportives. Je suis pas sûr que jouer les Sudaf en dernier match de préparation ait été le meilleur choix sportif pour les Blacks. On verra ce qu'il en est le 8 septembre. Et puis encore une fois, la compétition sera longue parce que on est focus sur le 8 septembre parce que c'est un mois de phase de poule. Voilà, donc il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je pense que pour revenir à ta question initiale, on peut pas mettre ça sur le compte du voyage. D'accord. Aujourd'hui, ces nations-là ont l'habitude. Les joueurs s'adaptent très vite au décalage horaire. Ils voyagent dans de bonnes conditions. La prépa physique est adaptée. Là, il y a une défaillance du côté des Blacks sur ce match d'hier qui va bien au-delà pour moi de ça. Je sais pas ce qu'en pense Yoann, mais en tous les cas, pour moi, le mal des Blacks là, il est plus profond et il dure depuis pour moi au moins 2 saisons. Ouais, Yoann, très rapidement sur le sujet avant de faire une petite pause sur Sud Radio. Oui, c'est exactement ce que dit Philippe. Ils ont aucune ligne directrice. Un coup, c'est très bon, comme Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud pendant le Four Nations. Après, c'est moins bon et voilà, il y a toujours, on se dit ça y est, il repart. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui fait que on se dit, non, ça revient pas. Ouais, et moi je suis désolé, c'est peut-être un peu une obsession de ma part, mais une grande équipe de Nouvelle-Zélande, c'est un grand capitaine, et je n'estime pas que Sam Cane est un grand capitaine, là où Hardy Savea par exemple aurait pu être un grand capitaine, ou Aaron Smith aurait pu être un grand capitaine. Sam Cane, ça reste un choix, moi, qui me stupéfait. Mais le jeu de la Nouvelle-Zélande ne revient pas que sur Sam Cane. Bien sûr, non, c'est sûr. Il y a d'autres icônes, mais au-delà de ça, c'est le jeu global. Des Boden Barrett, on le reconnaît pas, ils sont méconnaissables. Enfin, hier, c'était. Les 20 premières minutes, c'était hallucinant. C'était une boucherie. C'était terrible. Et encore, ils marquent pas 2-3 essais qui doivent marquer les Sud. Ils s'en sortent bien, les Néo-Zélandais sur les 20 premières minutes. Exactement. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va faire un point sur le multiplex avec ceux qui l'ont commenté, Lucien Gasparac, Quentin Cabani. On est au cœur du mag avec Yoann Huget, l'international français, Philippe Spanghero, le consultant Sud Radio, ancien très bon joueur du côté de Carcassonne notamment, mais pas seulement, à Toulouse aussi, chez les jeunes, et puis du côté de Narbonne, si je suis pas fou, Philippe. C'est ça, j'ai une bonne mémoire. Castres aussi, non? Ouais, c'est ça. Castres en jeune. Castres en jeune, voilà, Philippe, qui maintenant brille, aussi autour des stades. La fédération. Et ouais, à la fédération, c'est vrai que maintenant brille à la Fédération française de rugby. Il brille au naturel de toute façon. Ah voilà, c'est Philippe Spanghero, que veux-tu? Voilà, notre consultant. Un grand écrivain. Oui, surtout aussi, mais merci, voilà, parfait. On l'offrira d'ailleurs demain. Incroyable. Un livre. Et oui, on l'offrira demain ce magnifique livre. Tiens, un petit mot là-dessus, Philippe Spanghero, c'est vrai qu'il est sorti il y a 2 jours maintenant, ton bouquin aux éditions Le Robert. Philippe Zola. Philippe Zola. Philippe, on va te charrier avec ça. Ça sonne bien. Ouais. T'aimes bien Philippe Zola? Ah, j'aime bien. Bon bah écoute, très bien. Non mais ça va bien les ventes, y a pas de souci. Est-ce que tu j'imagine beaucoup de fierté quand même de sortir ton livre parce que au cœur de l'Ovalie, c'est 150 expressions du rugby actuel.
Alors, sincèrement, c'est pas une fierté personnelle, vraiment. C'est comme, tu sais, les interventions d'après-match où on dit c'est un travail collectif, mais c'est vraiment vrai. La L'important, fierté, c'est les 3 points. C'est d'avoir pu embarquer tous ces gens avec nous qui ont pu exprimer que représentaient certains mots pour eux. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en valeur ce sport que je trouve quand même très particulier, en essayant de rester objectif et pas trop chauvin, dans la dimension collective, dans ce qu'il comporte en termes de valeurs qui sont quand même particulières, parce que quand on parle d'un sport qui est ce sport de combat collectif, alors forcément ça exacerbe certaines choses, notamment dans le rapport aux autres, etc. Donc on a pu en parler avec nos mots, et j'espère que il y a quelques aussi jolies anecdotes de matchs, d'expressions que je suis allé creuser avec les intéressés. Donc pour ceux qui connaissent très bien le rugby et qui l'aiment depuis toujours, ils apprendront quelques petits trucs. Et puis pour ceux qui le découvrent, j'espère qu'ils comprendront pourquoi c'est un sport qu'il faut aimer. Voilà. Pourquoi on l'aime tant? Au cœur de l'Ovalie, on le fera gagner demain, ce livre, en avant-match de France-Australie, coup d'envoi 17h45, avant-match dès 20h sur Sud Radio. Revenons un petit peu sur le multiplex avec 4 rencontres qui ont eu lieu déjà aujourd'hui. La victoire de La Rochelle face à Lyon 35-14, c'était pas dans le multiplex, c'était à 15h. Puis le succès bonifié de Clermont face à Perpignan 38 à 14, la victoire de Pau face au Racing 92 19-17, et puis enfin de l'Union Bordeaux-Bègles face à Castres 25-23. Johan Huget, si tu devais retenir un score, un match, un résultat, tu retiendrais lequel? Je dirais La Rochelle-Lyon. La Rochelle-Lyon avec le retour de Brice Duller, qui était attendu parce que c'est quelqu'un déjà que j'apprécie, avec qui j'ai joué, et je voulais voir sa capacité de réaction après une déception. Et il a répondu présent avec un match très engagé sur la première mi-temps. Des Lyonnais qui ont rien lâché, et puis à leur habitude des Rochelais, ils ont fait le job en deuxième mi-temps. Ouais. Dulin qui marque un essai en plus. Dulin qui marque un essai, tout à fait. Ouais. T'as joué avec lui à Agen ou t'as joué avec lui dans ses productions cinématographiques? En équipe de France? Oui. Non. Si vous ne connaissez pas Brice Dulin, acteur, on le conseille. C'est quelque chose. Écoute, en tout cas, il a du goût. Hein. Il a bien choisi son film. Ah oui, ça. J'ai jamais tombé dessus. Si vous avez un lien, j'aimerais. Mais non, T'as pas vu la scène du jacuzzi? Oh bah dis donc. Bah alors. Oh, il faut que tu vois ça, Johan. J'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis permis de le chambrer parce que bon, je suis rentré dans le moule, mais j'ai jamais vu. J'ai fait croire que j'avais vu, mais j'ai pas vu. On va te trouver ça. Il y a pas de problème, t'inquiète pas. Envoyez-le sur le WhatsApp parce que j'ai jamais vu non plus. Oh là là, Philippe Spanghero. Oh là là. Bon, Philippe, est-ce qu'il y a un résultat en dehors de La Rochelle-Lyon qui t'a marqué, toi? Je vais partir sur ce succès palois dans la souffrance, mais avec du caractère. Voilà, Palois ont été souvent en difficulté à domicile la saison dernière. Là, c'était un match important. On sait que c'est un club quand même qui a bataillé pour le maintien jusqu'à la fin quasiment de la saison dernière pour éviter cette place de barragiste. Et donc j'ai trouvé qu'ils avaient eu du caractère, ces Palois, aujourd'hui, notamment en fin de match où ils étaient dans la difficulté. Et pourtant, c'est pas passé loin la correctionnelle face au Racing, Quentin. Ah oui, exactement. Alors ça avait bien commencé pour les Palois avec l'essai de Cron dès la 5e minute. Ensuite, les Palois qui ont commencé à prendre le large avec Joe Simon au pied. Et puis Saïli a sonné la révolte pour le Racing 92 avec un essai à la 21e minute. On a vu Naitouvi aussi très bon pour le Racing 92. Et puis Jordan Joseph qui marque l'essai à la 79e minute pour redonner de l'espoir au Racing. Et puis en fin de match, il y a eu des choix douteux pour le Racing 92 avec notamment Clovis Lebaille et Teder qui choisissent de jouer rapidement des pénalités dans le temps additionnel de cette partie plutôt que d'aller chercher une touche dans le camp de la section paloise, et la section qui s'en sort comme ça grâce à des points au pied inscrits par Joe Simon, mais ça a été très très chaud. Ouais, ça a été effectivement très difficile. On peut retenir aussi pour l'instant le début de saison très compliqué de Perpignan, Lucien Gasparac. Oui, début de saison compliqué pour Perpignan, ça s'est confirmé aujourd'hui à Clermont avec une défaite lourde qui a mis un peu de temps à se dessiner. Ils n'ont pas pris de l'eau dès la première mi-temps, mais au final 38 points dans la besace des Catalans avec un beau Clermont. Voilà, on s'attendait peut-être pas à un tel match de la part des Clermontois. 5 essais, un bonus offensif, un très bon Joris Jurand, Christophe Heureuse qui doit être satisfait puisque il attendait beaucoup ses joueurs sur l'aspect combat, et les Clermontois l'ont prouvé avec notamment des mauls efficaces, donc ils pourront compter sur leur paquet d'avance cette année. Après voilà, il faut quand même relativiser cette victoire. Ouais. C'était
Perpignan en face qui s'est montré très faible, très brouillon, aucun joueur derrière pour faire des différences. Donc c'est vraiment inquiétant pour les Perpignanais. Est-ce qu'on s'inquiète déjà pour Perpignan? C'est évidemment très tôt, Yoann Huget, mais défaite à domicile en marquant qu'un essai de pénalité. On rappelle, Franck Azema très en colère à l'issue du match face au Stade Français Paris. Et aujourd'hui, défaite large à Clermont. On peut pas être inquiet au bout de la deuxième journée, bien sûr, mais tous les points qui ne sont pas pris aujourd'hui, peut-être qu'ils vont manquer à la fin, et on n'a peut-être pas conscience dès qu'on démarre le championnat. Aujourd'hui, il y a 6 points d'écart entre Oyonnax et Perpignan, par exemple. Voilà, c'est à la fin. Si on avait peut-être gagné ce premier match à la maison, on n'en serait pas là. Voilà, ça peut juste nourrir des regrets début de saison, mais le championnat va vraiment démarrer à la 4e journée. Ouais, pardon, il y a 4 points d'écart. Toutes mes excuses entre Oyonnax et Perpignan, puisque hier, il n'y a pas eu. Toujours pas de carton bleu alors. Ah ouais, moi je me le donne. Ah, si, parce que hier ça méritait. Hier ça méritait franchement mieux du côté de Paris, mais ça c'est une autre histoire pour les Oyonnaxiens. On va faire un point sur l'actualité, tous les sports. Quentin Cavanis. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour de table de l'actualité. Le tour de table, Quentin, qui a choisi d'abord de parler positif, d'encourager l'équipe de France d'athlétisme dans ces championnats du monde. Ouais. Quentin Cavanis, même si pour l'instant on va vers 0 médaille, c'est ton tour de table. Ouais, on est en train de réussir l'exploit d'obtenir 0 étoile médaille sur cette Coupe du Monde d'athlétisme. Voilà, avec notamment Kevin Mayer qui était le grand espoir de l'équipe de France, qui a abandonné hier, visiblement touché au tendon. Donc voilà, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'équipe de France à un an des Jeux Olympiques en termes d'athlétisme? Je pense que la réponse est oui, et je suis pas le seul à penser ça. Et c'est Stéphane Diagana qui se posait des questions justement sur l'antenne de France Télévisions. Écoutez-le. Et là, avec la concurrence internationale que l'on a, si on ne modifie pas profondément beaucoup de choses, ce sera 3 médailles, ce sera le top, et on va pas aller plutôt vers 6, on ira vers 2, vers 1, parce que quand on voit les nations ici, il y a des nations qui investissent plus aussi, même si comme le dit Guy, il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Agence nationale du sport, au niveau de la fédération, mais c'est tout un système, c'est la place du sport à l'école. Voilà, est-ce que c'est la place du sport à l'école qui justifie cet échec de l'équipe de France d'athlétisme? Je pense que c'est un débat qu'on peut ouvrir. Ouais, un débat qui mérite d'être ouvert, effectivement. J'ai choisi de parler du foot espagnol, mais non pas de sport, malheureusement, sur ce qui s'est passé après le sacre. Il faut le rappeler quand même, le sacre des filles, des joueuses espagnoles championnes du monde. Ouais. Parce que personne n'en parle. Malheureusement, c'est vrai, parce qu'un homme a volé la vedette en embrassant, semble-t-il de force, Hermoso, la joueuse espagnole. Le scandale est total de l'autre côté des Pyrénées. Monsieur le président de la fédération, Luis Rubiales, qui a refusé d'abord de démissionner en disant, je cite, devant une assemblée d'ailleurs qui était hallucinante à regarder, parce que acquise sa cause. Enfin, je veux dire, on arrive. Je vous refais la scène. Je vous refais quand même la scène, ce qui s'est passé. Donc, sur le podium, à l'issue donc de la remise des médailles et du trophée pour les joueuses, Luis Rubiales qui a embrassé Hermoso sur la bouche évidemment. Jennifer Hermoso, elle a dit derrière qu'elle n'était absolument pas consentante de ça, qu'elle a été prise au dépourvu, qu'elle n'avait pas aimé, qu'elle était contre ça. Et là, réponse du président de la fédération espagnole de football. Ce geste est-il si grave pour cela que j'en m'en aille, point d'interrogation. Donc ça, c'est sa première question, ce qui est quand même un peu fou. C'est elle qui m'a porté et pris dans ses bras. Je lui ai dit un petit smack. Voilà la question que je lui ai posée, et elle m'a répondu OK. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est justifié. Alors que bon, les images sont sans équivoque. On le voit clairement prendre dans les bras Jennifer Hermoso. Il dit c'était un bisou spontané, mutuel et consenti. Le désir que j'avais était le même que celui que j'aurais pu avoir en donnant un bisou à une de mes filles. Il n'a jamais eu de rapport de domination entre Jennifer Hermoso et lui. Avant de partir complètement en sucette, parce que il s'est mis à hurler. Je ne démissionnerai pas. Nous avons jamais eu une telle conversation de consentement, à répliquer Jennifer Hermoso, qui est absolument dément.
tous les propos de Luis Rubiales. Conséquence, retraite internationale pour le joueur Borja Iglesias tant que le président de la fédération espagnole est toujours en poste. Et il y a même eu, alors ça c'est extraordinaire, il y a eu une enquête de la fédération pour déterminer si le bisou était consenti. Vous vous rendez compte, on a utilisé des ressources du budget du sport en Espagne pour faire une analyse vidéo façon VAR pour voir si le bisou était consenti. On en arrivait à un tel point que la FIFA, qui est normalement d'une souplesse inouïe sur ça, a été obligée de prendre une décision en suspendant pour 90 jours Luis Rubiales de son poste de dirigeant de la Fédération espagnole de football. Il n'a plus désormais l'autorisation de discuter avec Jennifer Hermoso, de la contacter. Les 6 membres du staff de la sélection féminine ont présenté leur démission et les joueuses ont annoncé qu'elles ne porteraient plus le maillot s'il est toujours en poste. Les 23 joueuses. Toute l'équipe. 23 joueuses. On a quand même atteint là j'ai presque envie de dire que cette histoire, c'est peut-être bien qu'elle arrive maintenant parce qu'on a pu voir quelle impunité cet homme s'est lui-même accordé. Mais il y a eu la même chose en France finalement, avec Noël Le Graët. Oui, mais alors, excusez-moi du terme, j'ai quand même l'impression que l'Espagne a été un peu plus au soutien de ses joueuses que ce qu'on a eu en France. Non, il y a eu un mouvement de solidarité de la part de toutes les joueuses. Voilà, c'est ça. Mais voilà, nous, il a fallu que comparons pas les faits. Non, mais il a fallu en France que Noël Le Graët s'attaque à Zidane pour être évincé. Je sais pas si on se rend compte des choses, alors qu'il a eu aussi des histoires d'agression sexuelle. Philippe, là, ce qui s'est passé sur notamment les déclarations de Luis Rubiales, j'imagine que tu as été sans voix quand même. Enfin, moi, j'étais stupéfait. Si on se place d'un point de vue de la communication, il met ça quand même sur le compte du féminisme. Quand même. Non, mais tout l'épisode depuis le début de la semaine est lunaire. Je trouve que c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a parlé pour l'épisode de Noël Le Graët. Il faut se dire que le tribunal, il est médiatique avant tout. Ce qui est répréhensible par la loi ne compte plus à l'instant. C'est ensuite, c'est l'image qu'on renvoie dans un monde qui a beaucoup évolué et donc dont il faut avoir conscience quand on est un dirigeant de ce niveau-là. Donc dès le tollé, dans les minutes et les heures qui ont suivi ce baiser, il aurait dû être extrêmement dans la repentance. S'il avait voulu s'accrocher à son poste. Alors qu'il s'estime être victime d'une chasse, c'est ce qu'il dit, hein, d'une chasse. Mais ça veut dire qu'il n'a pas conscience du monde dans lequel il évolue et ça me paraît grave parce que je pense que de grands dirigeants de fédérations comme ça sont en quelque sorte des animaux politiques qui ont très bien conscience des enjeux. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie pour moi dans ce discours et ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est les images des gens de la fédération, le sélectionneur homme, le sélectionneur femme à son soutien inconditionnel. Et ça, je crois que ça renforce l'animosité contre le personnage, contre l'institution. Et là, quand on en est arrivé à ce point-là de crispation, il n'y a plus d'issue. Donc de toute façon, là, la FIFA fait ça pour en temps un, calmer les esprits et essayer quelque part de le sauver. Parce que le vrai problème dans le foot particulièrement, c'est que la FIFA n'a jamais pris des vraies postures pour faire comprendre aussi à ses présidents de fédération qu'il fallait être exemplaire. Et quand on voit que la première des annonces qu'a fait Infantino suite au retrait de Le Graët, ça a été de dire qu'il lui trouvait une place immédiatement à la FIFA. Ça montre que la FIFA se fout de l'image que peuvent renvoyer ces grands dirigeants de fédération. Et pour moi, c'est ça le plus grave. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté affichée à la FIFA d'exemplarité et de dureté, malheureusement, on aura des épisodes comme ça assez régulièrement. Après, si la FIFA avait l'exemplarité en dehors de ses bureaux et dans les autres bureaux, il faudrait déjà que ce soit applicable dans les bureaux de la FIFA, ce qui n'est pas toujours gagné. Yoann Huget, est-ce que tu participes, est-ce que tu es d'accord avec nos tours de table ou est-ce que tu en as un autre à proposer avant d'aller vers Aix-en-Provence dans quelques instants ?
Non, il faut soutenir le basket français. On avait plein d'espoir. France-Canada, défaite de 30 points en ouverture de la Coupe du Monde. France-Canada, et c'est pas une petite défaite. Il y a eu beaucoup de lacunes et on a eu beaucoup d'espoir en cette équipe. Et premier match, premier croc en jambe. Donc du coup, voilà, c'est juste relever ce petit fait d'entrée de jeu qui, j'espère, ne sera pas lourd de conséquences à la fin de poule. On peut vite être fixé dès demain face à la Lettonie. Ouais, effectivement, défaite, élimination. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain pour l'équipe de France de Nicolas Batum, notamment. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va aller prendre la direction d'Aix-en-Provence pour parler de Pro D2 avec notre invité Mauricio Recciardo. À tout de suite. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous savez que le sang permet de soigner des cancers ou des maladies du sang ? Moi, le jour où je l'ai appris, j'ai eu le déclic. Je suis devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière. Rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Le Stade Toulousain revient pour le premier match à domicile de la saison, dimanche 27 août à 21h05 à Ernest Ballon. Pour leur retour à la compétition, nos stadistes champions de France en titre défient Montpellier pour un derby d'Occitanie électrique entre les deux derniers vainqueurs du bouclier de Brennus. Ce choc ne manquera pas de piquant, alors réservez rapidement vos billets. Pour y assister, rendez-vous sur billetterie.stadetoulousain.fr. Moi, à la rentrée, je veux toujours savoir où est mon fils. Mais pour le joindre, c'est un peu... Ici, papa pour Victor. Papa pour Victor. Mais maintenant, avec le pack premier mobile de SFR, je suis rassuré. Oui, papa, je te reçois 5 sur 5. Démarrez bien la rentrée avec SFR grâce au pack premier mobile. Jusqu'au 4 septembre, profitez d'une remise de 150 € sur le Samsung Galaxy A34 5G avec un forfait sans engagement. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à conditions réservée aux clients SFR. 5G sous réserve de couverture. Sud Radio Biarritz. 103.9. Sud Radio. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant ce vendredi, ce samedi et ce dimanche chez Leclerc? Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe pile poil pendant les vacances. Et pour mes trajets de tous les jours. Et tes sorties. Et mes week-ends. Et mes visites chez les copines. Défendre tout ce qui compte pour vous. Offre valable jusqu'au 27 août, dans la limite des stocks disponibles, hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Et la Coupe du Monde de rugby, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Eric Bonneval, notre consultant avec Philippe Sanguero et Johan Huget. Mais petit détour vers la Pro D2, Quentin Cavanis, les résultats. Les résultats de cette deuxième journée de Pro D2 qui a débuté jeudi avec le succès de Brive face à Béziers 35-5. Vendredi, Aix-en-Provence a battu Agen 44-9. Succès de Rouen face à Dax 36-3. Soyaux-Angoulême a battu Aurillac 32-17. Victoire de Vannes à Mont-de-Marsan 22-13. Nevers s'est imposé face à Montauban 22-9. Succès de Valence-Roman face à Biarritz 55-0. Colomiers a battu Grenoble 27-19. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Et tu le disais donc Aix-en-Provence qui a battu Agen 44-9 au classement. Une équipe en tête, c'est Aix. Et ouais, 10 points. 10 points en 2 matchs. C'est parfait. Je veux dire, plus 63 points de différence. Bravo et bonjour Mauricio Recciardo, bonsoir. Bonsoir à tous. Le manager de cette équipe d'Aix-en-Provence, un homme heureux, j'imagine. Oui. Un coach plutôt rassuré pour le deux performance de son équipe. Oui, je ne suis pas si heureux, mais oui, rassuré parce que on avait décidé de préparer, d'attaquer, d'être les premiers à commencer à préparer la saison. Et on est plutôt en place, rassuré pour le contenu des premiers matchs. Oui, on est avec Philippe Sanguero et Johan Huget. C'est vrai, Philippe, que quand on regarde cette équipe d'Aix, il y a des moyens, il y a un beau stade, il y a des belles structures, il y a un beau recrutement. Il fallait que sportivement, désormais, ça se mette en marche et ça semble être le cas, Philippe. Ouais, salut Mauricio. C'est vrai qu'on parle souvent de Aix. Ça fait 3 saisons maintenant que dans nos pronostics de début de saison,
on les met dans le top 6 pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un club qui a des moyens financiers, qui a structuré un recrutement de ces dernières saisons qui était ambitieux et qui a su trouver de la stabilité avec le staff autour de Mauricio. On sentait, notamment la saison dernière, qu'il y avait aussi une forme de pression sur les épaules de Provence avec ce statut à assumer. Avec notamment quelques défaillances, enfin de l'irrégularité dans la phase régulière. Et là, pour le coup, on sent qu'il y a un palier qui a été franchi. Alors, c'est tôt, ça fait que 2 matchs, mais ce caractère hier à domicile face à un concurrent direct pour le top 6, on a senti une équipe beaucoup plus tueuse, en fait, que les saisons dernières. Mauricio. Franchement, les 2 saisons dernières, on perdait chez les promus. L'année dernière, sur les premiers blocs, on perdait à Massy, on perdait en Angoulême. L'année d'avant, on est incapable de gagner à Bourg-en-Bresse et ça manque de respect, mais c'est des équipes qui viennent d'un niveau différent. Et nous, si on a les statuts pour aller en top 6, toutes les équipes de top 6, normalement, ils sont performants chez les promus. Ça fait 2 ans qu'on loupe l'intervalle des championnats. On fait des mauvais premiers blocs. La saison dernière, sur les 5 premiers matchs, on avait fait 8 points. Et après, on fait pas une mauvaise saison. On bataille et on finit dans les portes des top 6. Cette année, on s'avait ciblé comme objectif déjà être performant chez les promus. Chose qu'on fait à Dax les premiers matchs de la saison. Et surtout bien démarrer chez nous, et chose qu'on a fait contre Aachen. On essaye d'aller match après match. Et on fixe pas les objectifs des blocs, on fixe pas qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine. On prépare chaque match pour être performant. Et on met beaucoup d'énergie chaque semaine. Et une fois que ça passe, moi je dis toujours qu'il faut 24 heures pour profiter d'une victoire ou pour digérer une défaite. C'est là, on se donne 24 heures, on profite de la journée samedi. Et dès demain matin, on se met au travail parce que jeudi prochain, on reçoit un Nevers que c'est très costaud. C'est très costaud et on a envie encore de savoir si c'est début de championnat on sera capable encore d'être performant comme une équipe costaud comme Nevers. Yohan Huget est avec nous. Yohan, qu'est-ce que tu penses de cette équipe d'Aix ? Est-ce que tu la vois capable de faire quelque chose cette année ? Oui, salut Mauricio, pour revenir à ce qu'il disait. Ils sont encore sur la lancée de la saison dernière, j'ai l'impression, avec beaucoup de, comme il a dit, il y a des défaites assez surprenantes chez les promus, mais dès qu'il y avait un défi à relever, que ce soit chez eux, ils étaient toujours dans la course, et en fin de saison, ils terminent aux portes du top 6, et là, on sent une équipe en confiance, qui croit en son projet, et je pense que, on peut compter sur eux sur cette année. Et aussi, je crois qu'on a changé un peu la philosophie des jeux. Je ne vais pas vous cacher. Et on a écouté pas mal les joueurs en fin de saison. Plus de jeux. Plus de jeux, parce qu'on a un terrain synthétique. On a des joueurs de qualité, on a des conditions pour pouvoir plutôt faire un jeu de possession que des possessions. Vous avez les joueurs aussi pour le faire. Hein. Oui, tout à fait. Et les joueurs, ils ont beaucoup plus de participation dans les projets. Moi, j'ai le sentiment qu'avec les staff, on est là pour les guider, pour les accompagner. Mais ils sont appropriés des projets. Et ça, c'est le plus important, c'est le plus difficile à faire avec un groupe. Aujourd'hui, les joueurs, ils se prennent en charge, ils s'assument les rôles qu'il y a chacun dans l'équipe, et c'est bien pour nous aussi. On sent une équipe en tout cas qui travaille tous dans le même sens, en tout cas dans ce début de saison, et ça a l'air très positif du côté de Provence Rugby. Merci Mauricio d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle saison avec le club provençal, et ce sera déjà difficile de nouveau, puisque c'est aussi ça la Pro D2. Là on est parti pour 10 mois, 10 mois de match, et ce sera difficile dès jeudi face à Nevers effectivement. Bon courage et belle saison Mauricio. Merci à vous tous et bonne soirée.
Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Eric Bonneval, notre consultant, et Johan Huget, Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300. On va parler de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde et du match de demain face à l'Australie. À tout de suite. La Coupe du Monde de rugby dans un peu moins maintenant de 2 semaines, dans 10 jours, on va le dire, 12 jours sur Sud Radio, avec évidemment notre équipe pour vous compter cette magnifique Coupe du Monde en étant partenaire officiel, enfin diffuseur officiel aussi de la Coupe du Monde de rugby, détenteur de droit de cette magnifique compétition. On est avec Quentin Cavanis autour de la table, Philippe Spanghero, Johan Huget. On va parler justement de l'équipe de France et on accueille Eric Bonneval. Salut Eric. Salut messieurs. Bonsoir. On t'entend très bien Eric, bienvenue dans l'équipe Sud Radio Rugby. Tu vas être consultant Sud Radio pendant cette Coupe du Monde. Alors là tu rejoins Philippe Spanghero, Johan Huget qui sont là. Je te préviens, ce ne sont pas des bonnes personnes. Je les connais. Surtout Philippe, il faut se méfier de ce monsieur. Philippe, un petit mot d'accueil quand même. Personne, on se connaît. Ah ouais. C'est vrai. Un petit mot d'accueil peut-être pour Eric, Philippe. Bienvenue, même si on s'est croisés déjà ces dernières semaines pour faire la promotion. Je suis super content qu'Eric soit avec nous et voilà, on enrichit encore l'équipe avec de vraies belles personnes, des gens de terrain, contrairement à vous, messieurs les journalistes, qui êtes beaucoup plus vicieux. Ouais, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe avec Philippe Spanghero. C'est d'abord des compliments et puis en fait derrière il t'assassine un petit peu. Voilà, c'est aussi l'esprit Sud Radio. On va parler un petit peu de la liste du 15 de France. C'est vrai qu'elle a été diffusée lundi, mais justement je voulais avoir un petit avis à froid avec vous au 0826 300 300 et puis vous consultant Sud Radio. Il y a eu des choix qui ont été faits, des arbitrages. On en a un petit peu parlé hier avec Philippe sur les arbitrages qui ont été faits. On peut en rappeler quelques-uns. Jaminet à la place de Dulin par exemple, Boudéan et Jelon au détriment de Dylan Cretin, Couillou à la place de Serin. Voilà quelques arbitrages qui ont été menés. Par exemple à la place de Gaëton. Voilà, Biel-Biarré à la place de Dubortier, quelques arbitrages. Eric, est-ce qu'il y en a un comme ça qui te revient en tête, où tu t'es dit je sais pas si j'aurais fait ainsi, ou justement où tu as applaudi le choix du staff du 15 de France? Je crois surtout qu'il y a une continuité dans ce qu'ils ont choisi, parce que les arbitrages, si on réfléchit bien, Jaminet à la place de Dulin, c'est Dulin qui est venu se mêler un peu à la lutte, mais depuis 2-3 saisons, on avait senti quand même qu'il y avait des choses qui se mettaient en place, que le duel était plutôt entre Jaminet et Ramos. Alors c'est vrai que Dulin a fait une très bonne saison, mais et c'est un peu pareil sur tous les postes, avec même des choix sur des joueurs qui reviennent de blessures, où on est resté dans la continuité. Si on prend Arthur Vincent et Gaëton, on est resté sur de la continuité, sur de la fidélité, sur un travail qui a été fait depuis 4 saisons. Donc la seule grosse surprise à la limite, moi, et ça doit pas être facile pour lui, c'est Biel-Biarré qui prend la place à l'aile du Lyonnais, Étienne Dumortier, L'éthan, qui avait fait un super tournoi, qui s'était gagné la place et qui avait écarté Lebel, qui lui se retrouve. J'ai vraiment l'impression que pour lui, c'est dur. Ouais, c'est très dur pour Étienne Dumortier, forcément. Ça a dû être dur aussi pour Dylan Cretin, mais passé par là. Paul Boudéan, on va écouter justement Fabien Galtier sur Paul Boudéan, qui explique aussi la sélection du Rochelet, à la fois propulsé par son niveau de jeu de la saison dernière, mais aussi par les aléas. On écoute. Paul est venu déjà en 2022 sur les rassemblements, notamment à Carpiagne. Il a fait des allers-retours. Il commençait déjà à s'imposer dans une équipe de La Rochelle qui est la meilleure équipe d'Europe depuis 2 saisons. Un potentiel certain. Passé par l'équipe de France A7, comme Gabin Villiers, donc on le suivait. Et après, c'est lui qui a fait son chemin. Il s'est imposé en club, il a fait des performances remarquables, et puis ensuite, il était mûr pour entrer dans les 42. Et comme je dis souvent, pour rentrer dans le vestiaire, il faut faire sa place, il faut aller chercher le maillot, et puis il faut qu'il y ait un peu la place. Et pour Paul, il y avait un peu la place à ce moment-là. Ouais, il y avait de la place, et puis il y a eu des performances, Johan Huget, pour Paul Boudéan. Des performances, bien sûr. Ce match en Écosse est incroyable.
Mais tous les joueurs qui rentrent dans ce 15, on sent qu'ils sont là depuis des années et il n'y a pas de surprise. Ils sont pas déstabilisés, que ce soit par la pression. On peut voir avec Melvin Jaminet qui rentre dans ce groupe face au Fidji, il fait un énorme match. Et je pense aussi qu'il apporte quelque chose, un vent de fraîcheur à ce groupe où, en conférence de presse ou dans le groupe, il amène on va dire sa touch un peu personnelle, où c'est un personnage qui a l'air un peu décalé et qui fait du bien au groupe, même s'il vit bien, d'avoir ce genre de personnage également. Est-ce qu'on peut comprendre par exemple la sélection de Jelon, encore une fois, au détriment de Dylan Crottin, Jelon qui devrait pouvoir revenir, comme le disait Fabien Galtier, pas pour le premier match ni pour le deuxième, peut-être pas pour le troisième, mais pour le quatrième, sûrement, a dit Fabien Galtier. Jelon, tiens, il y a eu un petit mot d'ailleurs sur Jelon cette semaine, c'était fourni par Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui nous a un peu expliqué ce qui s'est passé durant la convalescence d'Anthony Jelon. Écoutez, il est au micro de Rémi Mességuet pour Sud Radio. Anthony Jelon qui a un retour incroyable, qui n'est dû qu'à sa morphologie et à sa force de caractère et à sa force de travail. Parce que il a pas laissé une demi-journée de côté sans avoir comme seul et unique objectif de revenir. Après, bien entendu, on espère qu'il va revenir en force et dans la durée. Mais d'évidence, c'est beaucoup de travail pour revenir comme est revenu Anto. Ouais, et il a l'air de revenir. Alors on l'a pas encore vu sur le terrain, mais il a l'air d'être en mesure de pouvoir au moins jouer avec l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. Eric Bonneval puis Philippe, Anthony Jelon présent dans cette liste, ça vous a surpris, Eric? Oui, alors on le sentait venir. Oui, parce que sa récupération est exceptionnelle. On est quelques-uns à y avoir laissé des genoux. On sait le travail qu'il faut faire. On sait la difficulté de retrouver après. C'est pas tout de revenir, de retrouver le physique. Après, il faut retrouver le rythme, il faut retrouver ses propres qualités, parce qu'on a tendance des fois un peu à en perdre. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, il a l'air d'avoir récupéré une vitesse incroyable. C'est une machine. Ça, on ne peut pas le nier. Physiquement, il est au point. Il faudra voir au niveau de sa forme, parce que là, quand même, on parle d'une Coupe du Monde. Donc, on est au top du top. Puis après, il y a la récupération technique du ligament, de la greffe. Et là, il y a des choses qui sont parfois incompressibles. Alors, pour connaître un peu le sujet, il y a un ligament comme ça, il est en moyenne, c'est 8 mois avant qu'il soit au top, qu'il soit bien refait, qu'il ait bien récupéré. Mais bon, le corps est tellement costaud autour qu'on peut espérer qu'il puisse rejouer. Puis Boudéan, pour parler de Boudéan, c'est un peu le même profil que Jelon. Donc quand ils ont pris Boudéan aussi, ils ont deux joueurs de profil où sur la ligne, c'est des mecs qui avancent systématiquement. La section de Jelon, elle vous a surpris, Philippe Spanghero et Johan Huget, toi Philippe, où tu comprends l'avis notamment de Fabien Galtier, parce que c'est lui qui décide, qui dit son niveau international n'est pas à démontrer, et il va revenir selon nos données, et Jelon apte, c'est beaucoup plus important que Crottin dans la rotation, selon Fabien Galtier. Alors pour moi, il y a une dimension globale à tout ça. Anthony Jelon, c'est quelqu'un qui avait pris une place importante dans ce groupe, et on sait que sur une aventure comme ça, de vie collective pendant de longues semaines, avec des moments de pression particuliers, il y a le terrain et il y a ce qui se passe autour. Et je crois que de façon générale, Anthony Jelon avait pris une place importante dans ce groupe. Après, sur la dimension sportive, c'est un pari. Heureusement qu'il y a Boudéan à côté. À mon avis, c'est pour ça que Boudéan a été préféré à Crottin dans l'idée où Anthony Jelon serait finalement un peu juste pour avoir ce type de profil. Parce que il y a quand même un point d'interrogation pour moi. J'ai pas de doute sur la capacité de travail, les qualités hors normes physiques d'Anthony Jelon. Déjà, pour qu'il soit là aujourd'hui, c'est déjà incroyable. Mais je me dis... jouer un premier match après une blessure au croisé, sur un dernier match de poule de Coupe du Monde, avant d'enchaîner potentiellement pour rentrer dans le groupe pour un quart, je sais pas si ça s'est déjà vu. Voilà. Après, le staff physique doit avoir
certitudes qu'on n'a pas en le voyant évoluer au quotidien. Mais je pense que ça aurait été, avec toutes les qualités physiques qu'il a, un joueur moins important dans la dimension de l'équilibre du groupe hors du terrain. Ils n'auraient pas pris le risque. Ouais, effectivement. Johan, un mot à ajouter sur Jelon ? Le mot à ajouter, c'est que Colissi reprend avec les Sud-Africains. On bataille pas sur sa capacité de revenir. Mais nous, Français, on est obligé de se poser la question, de se dire si Anto Jelonch est capable de revenir. Pour moi, il a fait les efforts depuis qu'il s'est blessé. Il s'est mis en mode de Coupe du Monde. Et je pense qu'il est apte à jouer le premier, le deuxième. Et voilà. Si, après, ils ont des stats. Il y est peut-être pas encore. Mais pourquoi Stéphane Colissi arriverait à jouer un match de préparation alors qu'il s'est blessé dans les mêmes circonstances qu'Anto Jelonch ou les mêmes dates? Et nous, on se dirait, oui, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour que la greffe soit bien prise. Donc, je sais pas, je pense que oui, il faut 8 mois pour qu'une greffe soit prise, mais il y a, comme disait notre cher Eric Bonneval, j'allais dire Arthur, mais c'est pas le bon. Donc, c'est ça. Eric, comme disait Eric, il faut 8 mois, c'est sûr, mais il y a tellement de force autour et c'est tellement de force de la nature qu'il faut le lancer même sur le match de préparation s'il s'en sent et de toute façon on retrouve son niveau qu'en jouant, il y a que ça, il faut qu'il joue. Ouais, il faut. Moi, juste pour clôturer, pour la comparaison, il y a eu 2 matchs de préparation d'avant Coupe du Monde avec Colissi, mais je suis d'accord avec Johan, de toute façon, c'était pas forcément exactement les mêmes blessures. Enfin, moi, je pense que il avait Colissi, ça a duré 4 mois, il avait pas le croisé, c'est pas possible. Ou alors ils ont des trucs spéciaux en Afrique du Sud là. Oui, il a refusé l'opération. Des trucs spéciaux autrement. Ouais, exactement, Eric. Et puis on peut noter aussi qu'Anthony Jelonch dans le vestiaire. Il y a une proximité, Quentin, et ça joue aussi peut-être aussi. C'est ce que je soulignais. Moi, je voulais savoir justement l'avis de Johan là-dessus rapidement. Est-ce que aussi ces liens très forts avec des gros cadres du vestiaire n'a pas joué aussi dans le fait qu'il soit présent, même si dans la vie de groupe, voilà, dans la vie de groupe. Est-ce que ça joue pas aussi dans sa sélection? Oui, ça certainement ça joue parce qu'il est de l'aventure et Fabien le disait, il a pris des joueurs qui font l'aventure depuis 3 ans, 4 ans avec eux et il s'est pas trompé. Il a mis aussi capitaine pour la tournée en Australie, donc il fait partie de ces cadres-là depuis maintenant 4 ans et bien entendu que c'est un personnage fort dans le vestiaire, fort dans le groupe et c'est pour ça qu'il veut s'appuyer dessus et même si il vient pas jouer parce que pour X ou Y raison il serait pas en forme ou il peut avoir des petits pépins musculaires au mollet, au l'ischio ou quelque chose comme ça parce que c'est des pépins qui nous arrivent quand on revient d'un croisé. Il va prendre part à l'aventure parce qu'il sera déjà content d'être là. Ah oui, c'est ça aussi qui prend en compte. Et ça, c'est important aussi dans le vestiaire. Parlons un petit peu du match de demain de l'équipe de France. On rappelle la composition des Bleus. Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand-Anthony en première ligne. La deuxième ligne, Flamand, Willemsen. Troisième ligne, Cross, Olivon autour d'Aldrit. La charnière, Dupont, Jalibert, Rosel, Villiers, Penaud. Au centre, Dantifico. À l'arrière, Ramos. Les remplaçants, Movaka, Taufi Fenoa, Sébastien, Dorian Aldeguerri, Romain Taufi Fenoa, Cameron Wauquiez, Paul Boudéan, Baptiste Couillot et Melvin Jaminet. Qu'est-ce qu'on attend du match demain face à l'Australie, parce que quand même ça fait 2 jours maintenant qu'on a des matchs assez hallucinants. Hier la défaite la plus large de l'histoire des All Blacks face à l'Afrique du Sud, 35-7. Aujourd'hui le succès des Fidji face à l'Angleterre. On a eu une première période assez dingue entre l'Écosse et la Géorgie, 0-6 au final, 33-6 d'ailleurs. Il y a eu un 33-0 en seconde période. Voilà. Est-ce qu'on peut à quoi on s'attend en fait demain face à l'Australie, Eric Bonneval, de la part de l'équipe de France, de la part de cette rencontre? Une montée en puissance de l'équipe de France qui a déjà passé un palier, on a vu contre les Fidji, parce qu'on voit que c'est une équipe qui est, on le sait, qui est pas marrante à jouer, c'est jamais marrant quand vous êtes en face, et depuis toujours. Ils l'ont pris sérieusement, ce deuxième match, ils les ont punis comme il fallait, et donc là ils doivent passer un cap, ils doivent monter en puissance avec un jeu peut-être encore plus précis, plus huilé, pour arriver en pleine confiance pour le match d'ouverture. Ouais, donc tu attends une montée en gamme, une montée aussi physique. Cette montée physique, tu l'attends depuis un petit moment, toi, Philippe. Je sais que Philippe Manguero, et je te rejoins là-dessus totalement, Philippe. Moi, je n'ai pas vu de montée physique face aux Fidji à ce moment-là. Mais Eric, je te sens pas d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez de montée physique?
de progression physique, tu vois, est-ce que tu as l'impression, toi Philippe, et je sens qu'Eric déjà n'est pas d'accord, donc on va en discuter. Philippe, est-ce que tu avais la sensation de voir une équipe de France monter physiquement en qualité, en endurance, sur toutes ces données-là face aux Fidji, et est-ce que tu attends que ce soit beaucoup mieux demain, Philippe? Alors, il y a eu du mieux contre les Fidji par rapport aux 2 premiers matchs. Moi, j'ai un vrai point d'interrogation par rapport à l'endroit où on a laissé l'équipe de France, notamment sur le dernier tournoi. Mais ça s'explique en grande partie par ce turnover qui a eu aussi et ces changements. C'est ce coup d'arrêt à la 60e qu'on a vu face à l'Écosse et qu'on a vu face aux Fidji. Contre l'Écosse et contre les Fidji. Donc, c'est ce qui me fait dire que on était peut-être au pic de la préparation physique et qu'il y avait dans les jambes cette prépa physique à la 60e, parce que c'est un peu les mêmes scénarios sur les 2 matchs, même si ça finit quand même plutôt mieux contre les Fidji en termes d'intensité. Je trouve qu'on a aussi pas mal subi les impacts contre les Fidji. Ça m'a surpris. Donc je trouve que dans la dimension physique, on n'est pas complètement rassuré encore. Et donc, on attend beaucoup de ce match contre l'Australie, parce qu'on en a parlé avec Yohan tout à l'heure. Le premier match contre l'Écosse, il est à mettre vraiment de côté, parce que là, c'était une revue d'effectifs très large. Ensuite, on joue l'Écosse en pleine prépa physique, où là, il y a eu une défaillance quand même physique assez importante, pareil, à la 60e, beaucoup de réactions. Contre les Fidji, on avait fait tourner aussi un peu l'effectif, et on a beaucoup changé autour de la 60e. Et donc là, aujourd'hui, il y a ce dernier match de préparation où il faut qu'on ait quand même des réponses à ces interrogations qu'on a pu nourrir là sur ces 2 derniers matchs notamment. Eric, toi, moins d'interrogations. T'es plus serein sur la capacité physique des Bleus de monter en puissance. Ouais, parce que je pense que le travail qu'ils font, je crois que c'est Winnie Antonio qui l'a dit, ça serait stupide d'être au pic de forme là contre les Fidji. Donc, moi, ça me surprend pas du tout que dans une période de préparation, avec ces matchs qui sont costauds quand même. On voit les Fidji aujourd'hui alors c'est l'Angleterre, ils sont pas au mieux, mais ils viennent de battre les Anglais chez eux à Twickenham quand même. Ah, c'est énorme. On n'a jamais été vraiment en danger contre les Fidji. Même si à la 60e on a un peu pioché. Moi, je pense que cette équipe va se peaufiner petit à petit physiquement. Moi, j'ai vraiment confiance dans leur préparation et je pense qu'ils vont arriver d'ici 15 jours. Alors, l'Australie, c'est un pas supplémentaire. Ils vont pouvoir passer un degré supérieur, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. La bonne voie donc pour l'équipe de France. Vraie question par contre, peut-être amener à un peu plus de débat sur le jeu des Bleus. On a beaucoup parlé de la dépossession ces dernières saisons. On a l'impression que le rugby de possession redevient un petit peu plus performant. Je pense que c'est au niveau de l'application de certaines règles de la part des arbitres qui semblent aller un peu plus en faveur du porteur de balle. Est-ce qu'on va aller vers un rugby un peu plus de possession ou on va maintenir cette idée-là de la dépossession, Yohan Huget, d'après toi? Je pense qu'on va aller tout simplement vers un jeu de possession parce que les arbitres, quand même, ils ont tendance à récompenser l'équipe qui prend l'initiative, l'équipe qui avance. Mais après, une fois qu'on n'avance pas, bien entendu, il va falloir passer par de la dépossession pour essayer de récupérer le ballon en l'air ou au sol. Mais en tout cas, il faut qu'ils tiennent les ballons. Mais est-ce qu'on en est capable aujourd'hui, après 4 ans de jeu de dépossession? C'est la question qui mériterait un autre débat parce qu'on a un problème sur de tenir le ballon pendant X temps de jeu comme font les Irlandais. On est par fulgurance, par des turnovers, on arrive à faire 2-3 passes et à créer des brèches. Ça, c'est notre jeu et je pense qu'il faut le garder. Donc garder une part de dépossession, mais savoir posséder, mieux gérer la possession de balle, Eric. Sur les goal zones, quand on rentre dans les 22, quand on rentre dans les 22, être plus patient. Plus d'alternance, Eric. Il va savoir alterner. Moi, ça me choque pas la dépossession. Si elle est systématique alors qu'il y a un 15 contre 1 à jouer, ça me déprime. Si vous avez une muraille et que vous tapez dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il faut être intelligent, il faut lever la tête, et il faut s'adapter, il faut être capable d'avoir plusieurs armes. Alors
comme faire que de la possession, quand vous tombez sur une équipe hyper bien organisée en défense, vous faites que rebondir dessus, à un moment donné, vous vous épuisez. Donc, c'est trouver les solutions. Je pense qu'on a un joueur intelligent. Ils vont avoir plusieurs solutions dans leur arsenal. C'est ce que j'espère. Alors, c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est toujours. Mais j'espère qu'on part là-dessus. Et on va avoir quand même. On a une chance dans notre. On a ce match contre les Blacks qui est exceptionnel, c'est un match d'ouverture, mais après derrière on va avoir des matchs qui vont nous permettre aussi de peaufiner, de travailler, peut-être aussi de se rassurer avant de jouer l'Italie pour attaquer les phases finales. Donc, moi, je suis assez optimiste. Le travail va se poursuivre au moins jusqu'à début octobre. En termes il y aura en tout cas le temps de ce travail. Une dernière question sur ce tour de table concernant l'équipe de France. Un match réussi face à l'Australie, et ça ressemble à quoi? Quel est le cahier des charges pour voir une équipe de France qui vous aurait donc satisfait à la fin de cette préparation, pour clôturer cette préparation face à l'Australie? Philippe, qu'est-ce qu'il faut voir demain? Quels sont les éléments que tu vas regardez, on parlait tout à l'heure du physique, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ouais, peut-être la capacité de construction. C'est vrai qu'on a vu des Français se nourrir pas mal des erreurs de nos adversaires, notamment contre les Fidji. Il faut savoir le faire, être tueur et être efficace sur les ballons de turnover. Mais on a été habitué quand même à autre chose. On est fine bouche, pardon pour le staff, mais on a placé la barre haut quand même ces 2 dernières saisons. Et donc, moi, j'attends qu'on trouve un peu plus de certitude dans la construction après nos rampes de lancement, parce qu'on a été quand même dominant en conquête sur les 2 derniers matchs. Donc ça, c'est un point important pour moi. Et puis oui, ce moment fort de la 60e là, qui est un point d'interrogation sur la capacité à pas subir trop ces fins de match. Eric Bonneval, Quentin Cavanis me souffle dans l'oreille, la charnière, est-ce qu'on a besoin d'avoir des éléments probants demain de cette charnière Dupont-Jalibert? Oui, parce que c'est pas une nouveauté, ils se connaissent, mais on part sur un profil autre que Romain Tamac. De nature à changer le jeu des Bleus, ou on l'intègre comme ça dans le socle? Il sait tout faire. Alors c'est vrai que il a des spécificités. C'est un joueur quand même, si ça avance dans l'avancée, il va être dangereux. Non, mais je crois qu'il s'est trouvé l'équilibre avec le jeu de Thomas Ramos aussi, qu'il ne faut pas se tromper, qui vient souvent en premier attaquant. Donc ça va être aussi une mise en place de tous ces joueurs sur l'échiquier du terrain. Et puis moi j'ai envie de voir l'équipe monter en gamme, certainement. Et puis surtout, je n'ai pas envie de voir de blessés. Voilà. Ouais. C'est qui finissent ces matchs de préparation, puis que tout le monde rentre bien, se reposer, récupère bien pour préparer les Blacks. Ça serait bien. Pas de non-agression. Ah oui. Non, mais on a vu que c'est des choses qui vont peser sur cette Coupe du Monde, je pense, les cartons jaunes qui vont devenir rouges, je pense, assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'Eddie Jones a nommé Will Skelton capitaine demain. Peut-être pour l'Australie. C'est vrai que quand tu regardes un petit peu l'équipe australienne, je pense que le combat va être un mot d'ordre demain avec Eddie Jones. De toute façon, on n'est pas trop surpris. Est-ce que tu as des demandes? Est-ce que tu as t'as un cahier des charges particulier, toi, Johan, ou tu rejoins nos consultants Philippe et Eric? Je vais faire un mix un peu des deux, c'est-à-dire que on sait que cette équipe de France, elle démarre très fort ses matchs sur les 20 premières minutes, elle est très agressive, elle monte fort en défense, elle arrive à récupérer des ballons. Et on a cette 60e minute, alors on ne sait pas si de la fatigue, si c'est les finisseurs, parce que quels que soient les finisseurs, on a du mal à trouver ce second souffle de la 60e. Philippe disait que c'est sur les 2 derniers matchs, mais on rappelle à l'automne dernier, on gagne l'Australie alors qu'on est devant. On les gagne à la fin sur une dernière action, sur un essai de Penaud. Donc ce mal-là, il est quand même récurrent depuis quelques années, où on gagne les matchs sur la fin avec cette équipe de France qui lâche rien. Mais on a du mal à terminer nos matchs de la 60e à la 80e. Alors on ne sait pas d'où vient ce mal, si c'est parce qu'on est latin ou... Mais on a du mal à... J'attends vraiment ces 20 dernières minutes demain avec impatience. Grande impatience demain donc pour ce match. Donc de l'équipe de France, avant-match dès 17h sur Sud Radio et coup d'envoi à 17h45 avec Nicolas Delage et Daniel Herrero et moi-même du côté du Stade de France, avant de vivre le soir la rencontre entre Montpellier et Toulouse. Toulouse et Montpellier exactement, à Ernest Vallon. Merci, ouais, effectivement. Merci Eric d'avoir été avec nous. On a hâte de commencer la Coupe du Monde avec toi et bienvenue dans l'équipe Sud Radio
Radio Rugby. Donc pour ces 2 mois qu'on va passer ensemble. Ouais, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Belle soirée, Eric. On continue de parler de la Coupe du Monde, mais sous un angle économique, grâce à Philippe Spanghero dans un instant, avec Johan Huget et toute l'équipe. À tout de suite. On parle de la Coupe du Monde de rugby parce qu'on a hâte. Eh oui, on a 12 jours maintenant. Et en plus, vous êtes sur la maison du rugby, dans la maison du rugby Sud Radio. Évidemment, le rugby, la Coupe du Monde de rugby, la Pro D2, le Top 14, la Pro D2, Philippe Spanghero, le Top 14, les Coupes d'Europe, parce que Philippe a tendance à dire le Pro D2. Et tiens, d'ailleurs, Philippe, j'ai pas osé le dire hier à Laurent Panis, mais Laurent Panis a dit Oyonnax. Voilà, je tiens quand même à le dire parce que on dit Oyonnax et il allait dans ton sens. Philippe, il a dit dédicace à P.Spanghero. J'imagine que c'est toi. Donc on remercie, j'imagine, Laurent Panis du côté de Philippe. Philippe, on va parler d'argent. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien moins qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Alors, toutes nos excuses, Philippe, on a mis le jingle, mais parce qu'il nous manquait. Il était là, dans le dossier de Quentin Kébenis, il nous a demandé gentiment, et on a accepté. Moi, quand je l'ai revu, j'ai eu une certaine émotion. Ça me rappelle tellement d'émissions avec Philippe que j'étais obligé de le rejouer. Du temps où Philippe chantait. Et oui. Maintenant, il chante. Il y a vraiment à boire et à manger dans ce jingle, mais on y reviendra. On va le retravailler. Oui, peut-être faut le retravailler. C'est vrai, c'est pour la Coupe du Monde, la fédération. Voilà, il faut peut-être un peu monter un peu en exigence. On va réenregistrer un titre avec toi, Philippe. Je vais ressortir Jeanne Masse. Ouais. Ah oui, en rouge et noir. C'est vrai que c'était peut-être mieux. C'était peut-être un peu plus juste. On va parler de la Coupe du Monde de rugby parce que quand même, alors que je vous le donne juste quand même, je suis désolé, mais une scène ahurissante actuellement. Il y a la première étape de la Vuelta, c'est du contre-la-montre. Et comme par hasard, ligne. c'est la Movistar. Et c'est exceptionnel parce que il n'y a pas de lumière dans Barcelone et du coup la course se fait dans le noir complet. C'est extraordinaire, c'est éclairé par les phares des voitures. Je pense qu'il y a un petit souci du côté de l'orga de la Vuelta et on est stupéfait en studio. Allez, on va parler de la Coupe du Monde de rugby avec la Fédération française de rugby. Parce que forcément déjà juste sur la Coupe du Monde de rugby on va parler grands chiffres, j'ai l'impression, Philippe, parce que ça peut rapporter combien au global, pas qu'à la fédération, on se concentrera ensuite sur la fédération, mais quels sont les chiffres qui entourent économiquement un événement comme la Coupe du Monde de rugby qui est l'un des plus grands événements à l'échelle mondiale? C'est assez colossal. Alors il y a 2 volets, il y a ce que ça doit générer en économie directe pour le pays et ça se chiffre au-delà du milliard d'euros de retombées puisqu'on attend plus de 400 000 visiteurs étrangers qui vont chacun bien sûr consommer et visiter et découvrir la France. Donc ça a un impact fort sur l'économie du pays forcément. C'est aussi toujours un enjeu géopolitique et stratégique à la vue de la place de la France dans le monde. Ça, c'est pour la vision, on va dire, macroéconomique et très au-delà du rugby. Et puis ensuite, en ce qui concerne vraiment l'économie du rugby français, alors il y a eu des mauvaises nouvelles successives. On attendait beaucoup plus au départ de cette Coupe du Monde, d'après les premières annonces, puisque en comparaison à 2007, qui a été la dernière édition qu'on a reçue, le chiffre d'affaires sera quasiment 3 fois supérieur au chiffre d'affaires global généré en 2007, mais les résultats seront quasi similaires, voire un peu inférieurs. Donc ça s'explique par de nombreux facteurs, notamment sans tirer dans l'ambulance, mais pas mal de fautes de gestion de l'ancienne gouvernance du GIP sous Claude Haché, puisque au départ Claude Haché avait pris la parole pour annoncer les premières projections qui faisaient état de 200 millions d'euros de bénéfices pour le GIP. Donc rappelons, le GIP c'est le groupement d'intérêts qui porte cet événement-là et qui est constitué de plusieurs actionnaires que sont la Fédération française de rugby, l'État français qui est venu cautionner auprès de tous les acteurs cette Coupe du Monde financièrement au moment de la candidature, et puis de façon très symbolique le CNOSF. Voilà. Donc le GIP avait annoncé au départ un bénéfice de 200 millions d'euros qui a été revu une première fois à 80 millions d'euros,
et finalement qui sera autour de 40 millions d'euros. Ah, c'est pas la même histoire quand même. Non, c'est pas du tout la même histoire. Mais attends, tu mets ça sur le compte de quoi? Parce que est-ce que par exemple avoir son stade, par exemple si la fédération avait son stade comme la fédération anglaise à Twickenham ou d'autres dans le monde, est-ce que ça aurait pu changer la donne en termes de bénéfices directs, par exemple pour la fédération? Parce que là sur les 40 millions que tu donnes, il y en a combien qui vont dans la fédération? Alors, sur les 40 millions qui va rester de bénéfices, et c'est là où la fédération va devoir surfer sur l'engouement autour de la Coupe du Monde pour aller chercher des revenus indirects, parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, en revenus directs, quasiment rien reviendra à la fédération directement, puisque des accords ont été pris avec le GIP. Alors, ça va servir le rugby sur le territoire. Pour comprendre quand même la façon. On parlera de l'après-Coupe du Monde justement sur lequel la fédération peut travailler quoi. Mais sur ces fameux 40 millions qui sont attendus directement de la part des bénéfices concernant le GIP, ils vont aller d'abord aux collectivités qui ont accueilli les matchs de la compétition et qui elles-mêmes vont être chargées de réinvestir une partie de l'argent pour développer les infrastructures. Donc malgré tout, ça sert la pratique et ça servira le rugby et ses licenciés, puisque plusieurs millions d'euros, quasiment 15 millions d'euros de tête, vont être reversés aux collectivités, charge à elles de l'utiliser pour le développement du rugby et l'amélioration des infrastructures. Et puis ensuite, la plus grosse quote-part reviendra à la Ligue qui a quand même porté beaucoup cette nouvelle vision des relations Ligue-Fédération pour aider le staff du 15 de France à avoir les joueurs à disposition. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc une partie significative des bénéfices reviendra à la Ligue, qui reviendra elle-même forcément au club professionnel. Et puis ensuite, une partie de la somme ira au programme Campus 2023, qui est un sujet concernant la formation. Oui. Voilà, donc directement à la fédération, il ne va pas rester grand-chose. Donc par contre, le boulot maintenant qui est à la charge de la fédération, c'est d'aller en tirer des revenus indirects. Et là, ça passe par quoi? Ça passe par le recrutement massif de licenciés. Il faut qu'on retrouve une dynamique très différente et beaucoup plus importante en termes de licenciés. Et il faut qu'on se serve de cet événement et de la chance qu'on a d'avoir toutes ces têtes d'affiche dans le rugby français et tous ces joueurs, honnêtement, qui, au-delà du collectif, à titre individuel, sont de super exemples pour les jeunes qui ont envie de rejoindre les clubs. Et puis ensuite, pour faire comprendre aux annonceurs que le rugby est un vecteur de communication particulier par rapport aux autres sports et aller encore plus loin dans le développement du marketing et du merchandising. Ouais, effectivement. Et justement, on se pose la question, est-ce que, parce que je pose une question sûrement d'amateur, pour le coup, moi, j'ai pas de pote assez autant les choses que toi, et c'est toi notre spécialiste sur ces volets-là, mais si la fédération avait eu son grand stade, ça aurait changé la donne? Je suis pas persuadé. Là, il faut faire des comparatifs parce que forcément, les stades qui sont sous concession ont des coûts de location qui sont pas neutres. Mais de toute façon, pour un événement de cette envergure, il faut aller dans toutes les villes, il faut que toute la France soit associée de façon assez proche à l'événement. Donc même si la fédération avait eu son stade, de toute façon, il aurait fallu au moins 8 ou 9 stades de plus et on n'aurait pu jouer qu'un nombre de matchs limité dans ce stade. Donc ça aurait pas eu un impact significatif sur l'économie de la chose. Non, je pense qu'au départ, il y a eu un peu d'euphorie pour moi, un peu trop d'euphorie. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu quelques gros loupés quand même. Au départ, il y a eu cette annonce disant que toutes les fédérations seraient invitées à rester jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Et oui, puis finalement, rétropédalage. L'organisation, rétropédalage. Il y a eu ce projet super ambitieux des chœurs des enfants, plusieurs milliers d'enfants qui devaient chanter les hymnes à chaque match. Là aussi, rétropédalage. Il y a eu rétropédalage. C'est pas non plus une Coupe du Monde au rabais, rassure-nous. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça aurait été une Coupe du Monde au rabais si on avait voulu à tout prix préserver le résultat au détriment de l'expérience. Ouais. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que le budget est beaucoup plus important
et les bénéfices seront moins importants que ce qu'ils avaient été annoncés. Donc ça veut bien dire qu'on maintient des charges importantes pour le service à fournir aux spectateurs dans les stades et pour servir l'événement. Donc ce sera une grande Coupe du Monde, c'est clair. On l'a dit tout à l'heure sur la partie sportive, elle sera ouverte sportivement et intéressante à suivre avec des incertitudes comme on n'en a peut-être jamais eu dans l'histoire des Coupes du Monde. Donc on a bien sûr hâte, mais c'est vrai que le chantier pour la fédération, il est honnêtement important et que c'était pas tout à fait comme ça que les choses auraient dû se passer quand on les avait présentées il y a 2-3 ans maintenant. Avant d'ouvrir la discussion avec Johan, est-ce que le parcours de l'équipe de France conditionne beaucoup de choses économiquement, notamment pour la fédération, pour capitaliser sur l'après-Coupe du Monde ? Énormément. Alors en direct, il y a des enjeux de primes de sponsors sur la performance. Et ça, ce sera reversé intégralement en prime pour les joueurs, ce qui est normal. Il y a déjà eu une négociation, les joueurs ont déjà fait un effort, il faut le saluer par rapport aux premiers engagements qu'avait pris l'ancienne gouvernance, parce que l'état des finances de la fédération ne permet pas d'être aussi généreux. Donc, ce que les sponsors donneront en prime de performance ira aux joueurs. Mais par contre, il faut bien sûr capitaliser sur cet engouement, et plus la France ira loin, plus ça servira l'image de la fédération et tout le rugby pour retrouver une dynamique globale. Et je rajoute que dans les enjeux financiers, il y a un sujet important, c'est ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, la fédération à mission. Ça, c'est un projet qui est cher à Florian Grill, le nouveau président. C'est-à-dire que le rugby doit aller au-delà de ce qu'il représente en termes de sport. Il doit être un vecteur de lien social, de sport santé. Il y a tout un tas d'enjeux. Et là, la fédération française doit aussi aller chercher de l'argent sur ce volet-là, en demandant à des entreprises et des privés d'accompagner cette vision sociale et sociétale du rugby au-delà de la pratique. Yoann Huget, tu as connu toi des Coupes du Monde, voilà, tu as connu en tant que joueur, en tant qu'observateur. Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener au rugby français, cette Coupe du Monde ? Sur le court terme, comme disait Philippe, c'est difficile à prévoir, mais en tout cas en termes de licenciés, ça peut réunir des familles, ça peut réunir beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de clubs aussi on essaie de développer le nord de la France, parce qu'on sait que le rugby, ça reste quand même assez sud-ouest, malgré quelques clubs qui sont en train de se développer. De nouveaux partenaires également aussi qui vont découvrir, parce que pour être un peu sur TF1, le rugby reste encore assez méconnu, malgré tout, mis à part Chabal qui reste encore ancestralement connu. Antoine arrive derrière, mais peine à arriver. Donc, malgré les résultats positifs de l'équipe de France, il faut qu'il y ait un réel engouement et que la France aille le plus loin possible pour réunir les Français, et qui, socialement parlant, peut faire aussi énormément de bien à notre pays, à notre nation, de se réunir dans la rue, comme on a pu le voir avec l'équipe de France de foot également. Ouais, Philippe ? Ouais, non, mais Johan a tout dit. C'est vrai que malgré tout, nous, on vit un peu en vase clos parce que le rugby fait partie de nos vies, mais c'est vrai qu'on se rend compte que aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont un très beau potentiel et c'est pas leur faire offense, mais en notoriété spontanée, quand vous faites une enquête dans des territoires qui sont pas des territoires de rugby et vous demandez qu'on vous cite les grands sportifs français, les rugbyman ont encore du mal à émerger. Donc, il faut qu'on rentre dans les foyers français beaucoup plus largement. C'est en train quand même d'arriver, quand on voit les audiences. On y travaille aussi, nous. 2 ans. Et bien sûr, on y travaille tous et on y contribue nous aussi. Mais quand on voit les audiences aussi télé du dernier tournoi, là, les premières audiences de TF1, on se dit que le travail est en train de se faire.